sur cette table ronde, s'intéresser à ce triptyque personnes concernées, proches, professionnels. Et l'équipe de chercheurs, chercheuses qui est là avec nous avait très envie de d'abord se présenter. Donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent elles-mêmes et eux-mêmes. Bonsoir à tous. Donc, je suis Claire Echboer, co-chercheuse sur la recherche triptyque qui va vous être présentée et directrice scientifique et de la recherche à l'IRTS Parmentier. Bonsoir, Carmen Delavalloire. Donc, j'ai participé à cette recherche en tant que professionnelle et je suis directrice du Centre aux ressources troubles psychiques Île-de-France et j'accompagne aussi la gestion de 16 GEM pour la Fondation Falleret. Bonsoir, je m'appelle Hervé Moisan, je suis sociologue, pas du tout au départ sur les questions de handicap et de santé mentale. Mon domaine d'actualité, c'est le monde rural agricole. Il se trouve qu'en tant qu'ingénieur de recherche et sociologue, j'ai été aussi confronté aux troubles de l'humeur, à la bipolarité depuis des dizaines d'années. Et donc, je suis dans ces deux facettes, et ce qui explique mes contacts avec l'œuvre Falleret, avec Buc Ressources, et le désir d'apporter, bien que retiré, une utilité sociale de toute cette expérience. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Anne Claude, je suis sociologue et je dirige donc, le Centre d'études et de recherche appliquée, qui est le service de recherche du Centre de formation au travail social Buc Ressources dans les Yvelines. Et je suis aussi membre du laboratoire GISE au CLAN CNRS. Et on va vous présenter, si j'enchaîne. Oui, c'est vrai que je vous l'avais dit, enchaîne au cas où, mais c'est vrai que je n'ai pas trop insisté, donc juste avant de te redonner la parole pour présenter, cette première table ronde, elle est vraiment sur la transmission et l'appropriation des connaissances. Donc on a choisi une équipe qui va vous présenter une recherche qui est finalisée, mais finalisée au sens où on l'entend, je vous ai expliqué tout à l'heure que finalement c'est jamais vraiment finalisé parce qu'on peut toujours aller plus loin dans l'appropriation et les invités vont revenir là-dessus. Mais du coup, c'est vraiment l'objet. Après, on parlera plus précisément participation et puis de la recherche et des activités physiques et sportives. Mais là, il y a vraiment cet enjeu, vous allez voir, d'une recherche extrêmement aboutie à ce niveau-là. Et Anne, je te redonne la parole pour te présenter la recherche. Voilà, donc on va vous présenter à 4 voix cette recherche participative et on représente donc, les différents profils de personnes impliquées dans cette recherche. Il manque les proches aidants et proches aidants qui ont aussi participé. Et je vais vous présenter donc cette recherche qu'on appelle triptyque et qui s'appelle. Je dois regarder le titre et un script parce qu'il est très long. Le triptyque personnes concernées donc, par le handicap psychique, proches aidants, professionnels, dans l'intervention dans le milieu de vie auprès des personnes handicapées psychiques. Et on s'intéresse donc dans cette recherche à la co-construction de l'intervention sociale. Comment cette intervention elle peut donc être co-construite par ce triptyque d'acteurs, et bien sûr au service de la personne accompagnée en situation de handicap psychique. Cette recherche, on va vous la présenter donc sous l'angle de la co-construction des savoirs, puisque comme vous le voyez, c'est une recherche participative, et sous l'angle donc des transferts de connaissances, étape dans laquelle on est encore, enfin voilà, on est même dans l'étape un peu après, mais ça j'y reviendrai en conclusion. Donc une brève présentation de la recherche, elle s'intéresse à l'accompagnement social et médico-social des personnes en situation de handicap psychique. Et on s'est intéressé plus particulièrement, on a travaillé avec des SAVS et des SAMSA, donc des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accueil médicalisés pour les personnes handicapées. Et on s'est intéressé à ces services parce qu'ils ont une visée inclusive. Ils traduisent de nouveaux objectifs dans l'intervention sociale qui sont le soutien dans le milieu de vie. C'est-à-dire effectivement le fait d'accompagner la personne dans les différentes facettes de sa vie sociale, professionnelle, relationnelle, sans toujours être dans les services, mais au contraire
en se déplaçant ou en tout cas en soutenant cette vie autonome ou dans d'autres types d'établissements de résidence, mais une vie dans son désir d'autonomie finalement. Donc, ce qui nous a intéressés, c'est justement ces objectifs-là, qui sont des objectifs qui sont portés aussi par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Ces objectifs, donc, d'autonomie de vie, d'autonomie décisionnelle, d'accès aux droits et d'exercice des droits humains. Et on a été voir comment ces services-là, ils soutiennent ces objectifs et quels sont les défis qui se posent pour les 3 catégories d'acteurs, donc les proches aidants, les professionnels et bien sûr les personnes directement concernées. On a voulu décortiquer ce type d'intervention qui est plutôt récente, puisque en tout cas c'est un peu les objectifs actuels d'inclusion. Quels sont les défis concrets qui se posent et comment est-ce qu'on peut soutenir davantage de participation, davantage de co-construction. Voilà, je voudrais dire aussi, pour présenter la recherche dans ses grandes lignes, en présenter donc les différents partenaires. Donc vous nous voyez ici, on est 4. Je voudrais aussi citer dans l'équipe de recherche qui a coordonné la recherche, Catherine Lenzi, qui l'a dirigée en Rhône-Alpes, puisque c'est une recherche qui s'est déroulée en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Je voudrais aussi citer Marine Morin et Sabine Vizintané, qui sont 2 sociologues qui ont travaillé avec nous tout au long de cette recherche qui a commencé en 2017. Donc comme vous dites, ça ne se termine jamais, et tant mieux. Évidemment, les partenaires, donc elle a été portée par 3 écoles de travail social, BUC Ressources, le PSS, l'ARFRIPS, sont également participés la HETS Genève et maintenant l'IRTS Île-de-France Parmentier. Et on a travaillé de manière très étroite avec des associations, donc en l'occurrence la Fondation Falleret, les Amis de Germenois, les associations GRIM et AMAC en Rhône-Alpes. Et dans toutes ces associations, il y a des professionnels qui travaillent dans ces associations, des personnes accompagnées de ces associations et des proches aidants qui se sont embarqués avec nous et qui ont travaillé de longues années durant. Donc c'est vraiment une recherche qui a embarqué un nombre d'actrices et d'acteurs, un nombre de personnes importantes que je ne pourrais pas citer ici, ce serait trop fastidieux, mais que vous retrouverez sur nos différents supports. Et évidemment nos financeurs, donc la Fondation Falleret et la FIRA, que je remercie puisqu'ils continuent à nous accompagner, y compris dans ces étapes de transfert et appropriation des connaissances. Et je donne la parole pour la suite. Donc cette recherche, je vais vous présenter plus précisément la méthodologie de recherche et au cours de cette présentation, faire émerger la question de la co-construction des connaissances d'une part et donc des premiers transferts, avant que ce soit directement de l'implémentation des connaissances, des premiers transferts de connaissances qui ont pu avoir lieu entre nous et entre catégories d'acteurs. Premier point, notre équipe est donc mixte. Anne vous l'a dit, c'est une équipe qui est composée de chercheurs, de professionnels, de proches aidants, de professionnels et de personnes concernées. Pardon, je pense que c'était la 3e catégorie que j'étais en train de chanter. Et cette équipe mixte est allée à la rencontre donc d'associations qu'Anne a citées sur le territoire d'Île-de-France et sur le territoire rhône-alpin. Et les 2 territoires, les 2 recherches ont été menées simultanément sur les 2 territoires et ont combiné ensuite les résultats progressifs de ces 2 territoires. Première étape, on est allé à la rencontre sous forme d'entretien exploratoire de l'ensemble des catégories d'acteurs sur les terrains précédemment cités. Ces entretiens exploratoires nous ont permis d'abord de prendre connaissance et de connaître les acteurs des terrains, mais aussi d'orienter progressivement les grandes questions avec lesquelles on arrivait dans la recherche. Deuxième étape qu'on a poursuivie méthodologiquement, c'était une étape de travail en groupe. D'abord en groupe homogène d'acteurs, c'est-à-dire qu'on proposait à des groupes sur le territoire d'Île-de-France et Rhône-Alpin, toujours on proposait à des groupes de personnes concernées, des groupes de proches aidants et des groupes de professionnels de se réunir autour des mêmes questions et de commencer à produire là des premières données et des premières interprétations des données. Ces groupes homogènes ont permis ensuite d'entrer dans une phase supplémentaire de la recherche qu'on a appelée les groupes
hétérogènes au sens où ces groupes étaient composés à la fois de personnes concernées, de professionnels et de proches aidants. Donc on a eu ces 3 étapes, d'abord les entretiens exploratoires, les groupes hétérogènes, puis les groupes homogènes, puis les groupes hétérogènes, qui ont permis de progressivement construire des données et de les construire de manière à la fois coopérative mais aussi participative. La dernière étape, pour le dire très rapidement, qui repose sur la création de groupes hétérogènes, on s'est appuyé pour cette étape-là sur la méthode d'analyse en groupe qui a été mise au point par une équipe belge de recherche et qui a permis de garantir le cadre de nos échanges. Par exemple, dans la méthode d'analyse en groupe, on prend la parole chacun à notre tour pour donner une forme d'interprétation et chacun à notre tour, on est à la fois responsable de cette interprétation et petit à petit aussi, on vient partager et nouer chacun son interprétation avec les interprétations des autres. Et petit à petit, par émulation de groupe dans des règles relativement précises, on arrive à consolider des données et à consolider ensuite des analyses et interprétations de ces données. Je voudrais simplement, on ne peut pas être exhaustif, souligner quelques points que vient d'évoquer Claire Eschbauer. Premier point important, c'est que dans cette visée participative de co-construction, si on ne veut pas que ce soit un leurre, une imposture, il faut que dans la boucle, d'emblée, il y ait tous les acteurs du triptyque qu'on a évoqué, et notamment les personnes concernées. Et cela passe paradoxalement par un cahier des contraintes, des consignes, un bâti, j'allais dire, pour faire une image, on enclenche un processus, une trajectoire des étapes de la recherche qui joue à la fois sur le temps court de réunion toute une journée très intense, mais aussi des moments de réflexivité, et puis on revient, on fait des comptes rendus réunion après réunion, où il y a toujours ce souci que les analyses proposées qui viennent des données de tous ces verbatims des réunions soient partagées et voire confortées par l'ensemble des acteurs, que ce soit dans les focus group ou dans les MAG. En fait, si une thématique n'a pas d'écho, si une analyse tombe à plat, on la laisse. C'est chaque fois les participants qui jugent au plus fin ce qui porte, ce qui a une résonance pour les groupes concernés. Voilà, donc c'est un des points. Et moyennant quoi, on ne peut pas dire que les résultats soient à la fin. Il y a des résultats intermédiaires. La construction ajustée d'un dispositif avec, au départ, des outils classiques, focus group, etc., eh bien, passe par cet ajustement fin, réunion après réunion, réflexivité entre les acteurs, partage des représentations faites, et c'est la seule, c'est par toutes ces précautions que l'on aboutit à ce que la construction soit réelle, authentique, en sorte que chacun, même si on n'a pas le même capital social, culturel, ont des points de vue différents, qu'ils ont un temps de parole qui est accordé en tout point à égalité, et au fil du temps, le bâti, on peut le laisser tomber parce qu'il est approprié par les acteurs du triptyque, et il y a une attente, il y a un plaisir à aller plus loin, à se rendre compte que ce que l'on a apporté entre en résonance avec les attentes des différents acteurs. Voilà, je voulais juste pointer ces...
Alors, on peut donner 2 petits exemples de résultats en ayant toujours en tête que nos objectifs, c'était comprendre les difficultés qui se posent pour chacun de ces acteurs dans l'accompagnement social, pour ensuite décortiquer ce qui peut poser problème et chercher ensemble aussi comment est-ce qu'on lutte finalement contre ces difficultés. Alors, un de nos résultats principaux qui est issu du travail en groupe, c'est ce qu'on a appelé les épreuves, des épreuves structurantes, dans le sens où chacun de ces acteurs, donc les personnes directement en situation de handicap et accompagnées, les professionnels et les proches aidants, vont rencontrer des difficultés qui leur sont propres et qui sont liées à la santé mentale, qui sont liées à l'accompagnement social. Et donc, on s'est appuyé sur notamment la définition de l'épreuve de Martuccelli, qui dit, voilà, une épreuve, c'est quelque chose que la personne rencontre, qui la met en difficulté et qu'elle va essayer de surpasser. Donc, ce qui nous a intéressé, c'était qu'elle est créée finalement, voilà, par ces situations d'accompagnement, qu'elle peut être créée involontairement par les personnes, par exemple par les professionnels, essayant pourtant de bien faire dans leur accompagnement. Et ce qui nous a aussi intéressé, c'était que quand une personne rencontre une épreuve, elle développe des stratégies, elle développe des savoirs, elle essaie de faire face. Et c'est aussi tout ça qu'on a essayé de pointer pour pouvoir aussi renforcer ces pistes finalement de dépassement. Alors ces 3 épreuves, on les a nommées l'épreuve de culpabilité pour les proches aidants. J'en dirai juste un mot pour dire qu'on voit que les proches aidants sont aussi travaillés dans leur expérience par leur sentiment de ne pas toujours avoir bien fait ou leur crainte de ne pas toujours bien faire, de ne pas toujours protéger. Et ça, c'est quelque chose qui va venir comme ça colorer l'expérience et rendre difficile l'expérience et rendre difficile parfois les relations avec les professionnels et avec les proches. Et je laisserai Carmen et Hervé parler des épreuves qui concernent les proches et les personnes accompagnées, c'est-à-dire... oui, Non, je t'en prie. Allez là. Donc l'épreuve du doute. Tu veux commencer, Hervé ? Pour préciser, pendant ce temps, c'est qu'on a fait le choix de la vélotypie et du coup, vous n'avez pas la présentation. Vous montrer en même temps, mais vous pourrez retrouver notamment toutes ces épreuves, et on reviendra après sur d'autres choses qu'il y a dans les modules que vous avez créés. Et du coup, voilà, si il y a des choses que vous n'avez pas le temps de noter, vous avez le lien sur le papier aussi qui vous avait été remis. Et je laisse du coup Carmen et Hervé dévoiler les 2 autres épreuves. Oui, alors sur les épreuves du doute, je voudrais dire qu'elles notamment apparaissent avant même l'entrée en SAVS pour les personnes concernées. Il y a déjà l'explosion de l'hospitalisation, la crainte, puis la formulation d'un diagnostic, et puis une attente énorme en rentrant en SAVS dans ces services pour être accompagné. Je me permets de me citer juste en 3 lignes pour ne rien oublier et être le plus pertinent, sinon percutant, sur ce que j'entends par les épreuves du doute. Les personnes en situation de vulnérabilité psychique sont confrontées à la mise en doute de leurs capacités et de leur savoir. Les caractéristiques même des troubles psychiques, la possibilité d'une perception altérée de la réalité induit chez les personnes une forme d'incertitude sur la capacité à évaluer leur état de santé et la normalité de leur conduite. Les personnes peuvent craindre connaître une période de crise ou de rechute sans pour autant le percevoir. Les expériences douloureuses de perte du travail, d'hospitalisation, de conduite ayant entraîné des dommages pour eux-mêmes ou leurs proches ont érodé leur confiance dans leur capacité à réaliser des accomplissements. J'en termine. Les épreuves du doute entravent bien souvent les possibilités concrètes de participation au service d'accompagnement.
et plus largement à la vie sociale. Cependant, et c'est plus positif, les personnes développent au fur et à mesure de leur expérience un travail sur soi, des savoirs acquis au fil des années qui leur permettent de mieux négocier les relations avec les proches et avec les professionnels, mais aussi d'avoir davantage de certitude sur leurs capacités et leur état de santé. Je fais le lien avec les proches aidants. En voulant protéger leurs proches, par exemple les parents, donc, ils veulent participer à construire, ils participent à construire les preuves du doute pour les personnes concernées, dans la mesure où il y a toujours l'hypothèse d'une période de crise. Tu es sûr que ça va là, tu n'es pas en période up. Là, tu es sûr que ce projet est une bonne idée. Il y a donc comme ça en miroir une circulation de toute cette souffrance émotionnelle, de toute cette, de toute cette situation des troubles psychiques. Voilà. Merci Hervé, ça me permet de rajouter quelques éléments de ton propos, c'est-à-dire c'est vraiment une déstabilisation aussi pour les professionnels, puisqu'on demande aux professionnels d'être dans une relation très transversale. Alors la parole d'une psychologue dans le groupe, donc de chercheuses, comment rester dans le soin si les personnes se positionnent au même niveau que nous ? Donc il y a vraiment cette démarche d'un ébranlement du positionnement des professionnels autour de cet accompagnement, même si intellectuellement c'est intéressant de parler de l'inclusion, mais quand on est à la manœuvre au quotidien, c'est pas toujours évident. Les professionnels anticipent, veulent protéger, veulent aussi aider vers l'autonomie, mais en essayant de prendre soin avec aussi un positionnement de responsable, puisqu'ils sont professionnels, donc ils doivent accompagner cette autonomie tout en étant responsables du bien-être et de l'équilibre de la personne. Donc ça questionne tout ça et ça nous amène des difficultés où quelquefois la personne accompagnée se retrouve à travers cet accompagnement dans des difficultés, des échecs. Et là, à ce moment-là, il a été dit que certains professionnels pouvaient se servir un peu, c'était un désaveu, en se disant, mais au final, vous voyez, la personne, elle n'est pas si autonome que ça. La personne, elle est aussi fragile. Et ça remet le questionnement du professionnel où il se retrouve à nouveau à reprendre le contrôle d'un professionnel dans un positionnement beaucoup plus, on va dire, avec une prise de pouvoir. Donc, c'est des questionnements qu'on a eus autour de la recherche et c'était fort intéressant de se questionner dans un cadre qui était très protecteur. Voilà, donc. Ouais, je te coupe l'herbe sous le pied. Non, c'est juste pour qu'on est là dans les résultats de la recherche, on comprend ces épreuves et qu'on arrive assez vite à l'appropriation. C'est-à-dire que ces résultats qui sont extrêmement intéressants, ce qui va nous intéresser là aussi, c'est de savoir, alors du coup, comment vous avez fait pour les transmettre et comment aujourd'hui ça se passe, comment on y a accès. Tout à fait. Voilà, parce que donc, justement, ce qui nous intéressait, je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais, super. Ce qui nous intéressait, c'était pas seulement d'avoir ces résultats sur les difficultés, mais d'une part de pouvoir les expliquer pour que chaque catégorie d'acteurs puisse de lui-même y réfléchir et finalement être renforcé soit dans son accompagnement s'il est directement concerné, soit dans ses pratiques professionnelles, pour voir comment finalement dépasser ces difficultés-là. Donc dans notre recherche, dans ces groupes participatifs, on s'est toujours posé la question à la fois de bien caractériser les problèmes, et là on vous en a donné certains, mais vous pouvez aller chercher donc dans les rapports et le module numérique l'ensemble de nos résultats. Et effectivement, donc, comment est-ce que ces défis concrets ils peuvent aussi être dépassés. Alors, on n'a pas eu prétention d'avoir vraiment des solutions toutes faites et le groupe a toujours dit « mais moi, je ne suis pas très à l'aise de venir dire aux professionnels comment est-ce qu'il faut faire ». Donc, on va plutôt partager nos débats
sur, finalement, ce n'est pas des problèmes simples, il n'y a pas forcément de solution simple. Comment est-ce que chacun, on peut y réfléchir? Et ce qui nous a intéressé aussi, c'était donc, on veut soutenir l'évolution des pratiques sans forcément avoir des réponses toutes faites. Et ce qui nous a intéressé dans la recherche, c'est qu'en plus, parfois, ça passe au travers de petites choses. Comment prendre en compte le savoir, l'expertise des personnes, comment favoriser ces capacités de choix et de décision. Et grâce à une chercheuse, Marine Morin, qui a fait des observations très fines, on a vu que c'était aussi des questions de posture, de partage de la parole, qu'un même entretien, qui est décrit peut-être d'une manière identique par une professionnelle, si on va voir la manière dont ça se fait concrètement, les postures, les positionnements qui sont faits entre la professionnelle et la personne accompagnée, il y a plein de choses qui vont se jouer là. En termes de transfert de connaissances, quand on est chercheur, on a plusieurs manières de faire. Une manière assez classique, c'est de produire du rapport de recherche, de produire des synthèses de rapports de recherche, de venir rencontrer des publics et progressivement d'incrémenter, d'implémenter nos résultats de recherche à la manière qu'Anne a pu décrire. L'innovation qu'on a voulu proposer dans la recherche triptyque, c'est l'implémentation de ces résultats dans un module numérique. Alors vous direz encore du numérique, mais le numérique a un avantage assez démocratisant puisque à partir d'un seul clic, n'importe qui peut accéder à nos résultats. Le QR code que vous avez sur le programme de présentation, le QR code associé à notre recherche, vous permettra d'accéder au module numérique et d'aller, avec ce module-là, accéder à l'ensemble de nos résultats. On a voulu sur ce module numérique d'abord présenter la recherche de manière assez large, présenter sa méthodologie, présenter les différents groupes comme on vous les a présentés là, mais aussi avec des films, donc très peu d'écrits, beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, beaucoup de sons. On a présenté les différentes étapes de l'accompagnement et on a présenté également ce que disait Anne, c'est-à-dire pas des résultats qui doivent être appliqués immédiatement, mais des pistes, des orientations, des possibilités pour dépasser les verrous posés sur le triptyque d'acteurs dans l'intervention sociale à domicile. Alors donc ce module, il se présente comme une première page, une première page d'accueil, donc un site internet librement accessible. Ensuite, on clique sur une page où on va retrouver ces 3 grandes épreuves structurantes. Une deuxième page où on a les étapes de l'accompagnement, comme tu disais, c'est-à-dire l'entrée dans un service, l'accompagnement de projet de vie, ou encore la fin d'accompagnement, ou encore la place des proches dans l'accompagnement, et une troisième page avec un petit peu des idées, des pistes d'amélioration. Et maintenant, je conclurai par justement l'étape d'après, c'est-à-dire aussi grâce à la FIRA et à son souci que ce support, en fait, il existe. Nous, on l'a déjà mobilisé en conférence, on l'a mobilisé donc dans des espaces, on va dire, académiques et de recherche. On l'a mobilisé aussi dans des espaces professionnels, dans des journées d'études. On l'a aussi mobilisé en cours, donc en formation avec les futurs professionnels, les futurs travailleurs sociaux. On a pu même, une collègue, Catherine Lenzi, a même pu faire des jeux de rôle à partir des différentes vidéos de ce module numérique. Et aujourd'hui, donc, la marche d'après, c'est d'essayer de travailler la question de l'appropriation. C'est-à-dire, nous, on le destine aux 3 catégories d'acteurs. On souhaite que ce module il puisse soutenir aussi bien les proches aidants, les personnes accompagnées et les professionnels. Et donc, ce vers quoi on se dirige, c'est de la formation continue où on part de ces modules-là. Donc, on ne part pas de nous et de notre expertise construite au travers de ces années, mais vraiment de ce module où ce sont les personnes qui prennent la parole pour voir comment est-ce qu'il est reçu et comment, justement, quelles sont les réflexions qui peuvent être tirées à partir de ça. Et peut-être aussi ce qui nous a paru très important, et là on est dans l'avenir parce qu'elle n'est pas encore existante, cette formation participative ou co-formation, c'est qu'elle s'adresse au triptyque d'acteurs. Donc ce n'est pas seulement une formation à destination des professionnels, comme on le voit souvent, mais aussi des proches aidants, mais aussi des personnes accompagnées, puisqu'on pense que c'est justement cette réflexion croisée où chacun comprend les difficultés qui se posent à l'autre, qui peut permettre de vraiment faire changer quelque chose. On espère en tout cas, et voilà, on espère qu'on arrivera à la mettre en œuvre et qu'elle sera féconde.
Oui, et on peut insister un peu là-dessus parce que c'est vraiment une des particularités de cette recherche et c'est aussi pour ça qu'on voulait que vous veniez la présenter. C'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la recherche, elle était entre guillemets finie, mais que si on veut aller au-delà et s'assurer de l'appropriation, il y a encore des étapes. Et du coup, là, il y a cette formation participative que vous allez mettre en place qui est extrêmement intéressante. Et il sera intéressant d'aller encore après au bout, et sûrement que la FIRA vous accompagne pour ça, sur est-ce que les personnes qui auront participé à ce séminaire pour devenir des vecteurs de transfert de connaissances, qu'est-ce qu'ils en auront pensé, qu'est-ce qu'ils vont vous amener comme peut-être modifications à apporter pour améliorer encore l'outil de formation existant. Et du coup, pour rebondir, Claire, sur ce que tu disais, c'est vrai que le numérique, on en discutait avant la rencontre, c'est un peu... tout le monde se met un peu là-dedans et c'est important, mais finalement, le numérique, sans l'humain derrière et les formations humaines, il serait un peu... peut-être pas inutile, mais en tout cas pas complet. C'est-à-dire il y a quand même besoin derrière de ces formations humaines que vous avez rajoutées par ailleurs. Par exemple, dans le module numérique, on a proposé un tableau sur ce qui favorise le rétablissement dans les étapes du rétablissement et ce qui fait obstacle à ce rétablissement. Par exemple, des problèmes des mots forts qui font débat, c'est travailler avec les personnes et non pas sur les personnes. C'est des mots comme ça, pauvres lancés, mais il faut les contextualiser chaque fois. Les problèmes qui fait obstacle, les conflits de loyauté. Par exemple, des éducateurs peuvent partager des connaissances, des expériences avec les personnes concernées, mais il se trouve, pour le coup, exclure les parents. Et il y a donc tous ces systèmes complexes d'ajustement. Et on a essayé comme ça de présenter dans ce modèle avec l'idée de coller au plus près des enjeux qui peuvent se manifester. Par exemple, encore un dernier, partir de la demande, quelle est la demande de la personne concernée, et en face, est-ce que cette demande est respectée? On s'aperçoit dans des cas extrêmes, et ça a été dit, que littéralement des professionnels, des associations, pour des raisons qui leur sont propres, tordent complètement le coude de la demande des personnes concernées. Une personne veut faire du bénévolat, ah ben non, ça ne marche pas. Et finalement, ça peut être très fort, un service d'inclusion consacré à l'inclusion sociale peut être vu comme une voie de garage, tout à l'opposé des missions. Et c'est un gouffre comme ça qui s'ouvre. Enfin, voilà. Hervé vous présente effectivement des résultats qu'on peut voir sur le module numérique et qui, pris en tant que tel, peuvent constituer une forme d'auto-formation pour qui irait regarder ce module-là un peu seul chez soi et seul dans son rapport à la connaissance. Mais effectivement, ce module a la particularité de faire discuter le triptyque d'acteurs et donc de pouvoir être mis en œuvre dans une formation continue en dialogue également. C'est-à-dire que l'idée de co-construction de la recherche fait écho à la co-construction de la formation et ce module-là est véritablement au service de cette co-formation. Pour finir. Donc effectivement, il y a le résultat brut, il y a le résultat donné sous forme numérique en auto-formation de manière assez démocratisée et il y a ensuite dans ce module-là toute la finesse, toute la richesse, toute la complexité que donnait Hervé et qui peut donner donc lieu à du dialogue, effectivement celui-là en réel, en présentiel comme on dit aujourd'hui.
On va être obligé de s'arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent après. Mais je pense qu'on a bien saisi toute la subtilité d'abord de ce type de recherche et de résultats et tout ce processus d'évolution et d'évaluation constante pour améliorer la formation et pouvoir toucher de plus en plus de gens. En tout cas, encore une fois, on est désolé de ne pas avoir pu vous présenter le module numérique, mais je vous invite vraiment à aller le voir et à retrouver toutes ces étapes d'accompagnement des personnes et les propositions qui sont faites par les différents intervenants, intervenantes. Et puis, moi, je dirais juste un mot pour finir, c'est aussi, je crois que c'est Hervé que j'ai entendu dire ça, peut-être dans une des vidéos, c'est la joie et la fierté retrouvée des personnes qui participent. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que les résultats sont là. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre intervention. Et